On peut vous rassurer tout le monde. Alors, bonjour, on a aujourd'hui une froide, frisquette mais lumineuse journée pour mettre nos cerveaux au travail autour des enjeux de ce chantier magnifique qui est celui de l'établissement durable, que je continue à appeler l'établissement durable. Un vieux volant, je m'en excuse. Je voulais vous dire pour commencer cette journée que vous êtes vraiment l'incarnation du pouvoir d'un laboratoire vivant. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais en novembre dernier, lorsqu'on a fait l'appréciation de la journée, ou de la matinée plutôt, vous nous avez dit on aimerait ça se revoir parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas terminé, pour avoir encore tout plein de choses à se dire. Mais finalement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On en est bien heureux de vous retrouver. C'est vous nous apporter à tout le monde, je pense, puis de façon collective, une énergie de changement vachement contagieuse. Et ça, c'est très, très, très agréable. Et cette énergie-là, on en a besoin. Des événements récents, puis là, évidemment, c'est pas des grandes catastrophes, mais dans l'actualité locale, encore une fois, on est confronté à des difficultés d'ouverture vers l'autre. Il y a eu des articles qui sont sortis, il y a eu des choses qui nous ont évoqué un peu ça, puis je pense que les travaux qu'on fait ici démontrent encore une fois leur pertinence et leur importance. Puis je pense qu'on n'aura pas fini de travailler ensemble, et puis on espère que cette journée-là sera fructueuse, puis on est content parce que je pense qu'on a un beau plan de match pour vous ce matin, puis sans plus tarder, je vais laisser Olivier vous en parler. Merci beaucoup, André. Tu m'as volé quelques mots que je veux dire aussi. Rappeler qu'on est ici parce que vous nous l'avez demandé, en fait, en novembre. Mais on a pris un malin plaisir à organiser cette journée-là. On était enchantés, en fait, à l'idée de vous revoir, nous aussi. On va passer la matinée encore une fois ensemble, la troisième, en fait, matinée qu'on passe ensemble. Vous qu'on appelle l'écosystème, je vous dis l'écosystème des acteurs, des actrices, en fait, impliqués dans ce projet-là d'établissement durable des étudiants et étudiantes de l'international. Aujourd'hui, en fait, on a ciblé grosso modo 3 objectifs qui vont structurer, en fait, la matinée. Le premier objectif, on s'est dit qu'on allait faire un retour, en fait, sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc, on a comme une première présentation à vous faire qui va vous rappeler, en fait, les premières étapes du processus. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont, des fidèles, là, qui sont là depuis le début, qui ont assisté aux 3 rencontres. Il y a quelques personnes qui se joignent à nous aussi pour la première fois. Donc, on va faire une espèce de récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis juin 2022. Donc, puis on va aller aussi, on va vous expliquer un peu toutes les étapes qui ont mené au choix, en fait, des projets sur lesquels le pôle va travailler. Je vous précise tout de suite, cette partie-là va être filmée. Donc, il y a Samuel derrière avec tout son appareillage, en fait, qui va nous filmer. On ne vous a pas demandé la permission, mais on va surtout voir vos derrière de tête. C'est nous qui sommes à l'avant-plan. Puis pourquoi filmer? C'est parce qu'après ça, cette petite demi-heure-là, en fait, on va pouvoir la diffuser aussi à des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui. Des gens qui ont soit raté la rencontre parce qu'il y avait des empêchements, ou des gens qui ne connaissent pas le projet et qui vont vouloir s'immerger et avoir une idée générale, en fait, de ce qui s'est fait. Donc, pour cette raison-là, on va filmer cette première partie. Deuxième partie, il y a 3, je ne veux pas rien spoiler, là, mais il y a 3 champs d'action qui ont été sélectionnés par le comité de pilotage du chantier. On va évidemment vous les présenter, ces 3 champs d'action-là, puis on va commencer en fait le travail sur ces 3 champs d'action-là. Ça va être animé en fait par Rachel et Pauline Duguillot qui vont se présenter tantôt. Ça, c'est le deuxième objectif, donc de démarrer le travail des cellules d'innovation. Et le troisième objectif, c'est l'adoption de projets orphelins. On se trouve bien cute là, avec notre petit vocable de projet orphelin. Mais vous nous aviez suggéré en avant beaucoup d'activités potentielles, de projets potentiels, puis on ne les a pas tous retenus, évidemment. Fait qu'on voulait vous restituer certains de ces projets-là au groupe pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés à adopter, en fait, des projets. Donc ça va être le troisième objectif de la journée. C'est de s'assurer que les bonnes idées que vous avez eues puissent atterrir, en fait, dans différents milieux dans la région. On structure ça d'une façon assez simple. Là. On va commencer par le bloc où on va présenter les différentes étapes. On va se garder une petite période de questions aussi, si vous voulez en savoir plus. Ensuite de ça, il va y avoir l'atelier sur les cellules les cellules d'innovation. Donc là, on se lance déjà là, dans la réflexion sur les champs d'action. C'est le cœur de la matinée, en fait, qu'on passe avec vous.
Puis on va se garder peut-être une petite demi-heure pour un processus. Je sais que c'est rapide pour adopter une demi-heure, mais on va faire ça assez rapidement pour terminer avant le mot de la fin. Donc, c'est un peu ça le plan de match. Ça vous va? De toute façon, même si ça ne va pas, c'est ça qu'on va faire. Ouais, là, on n'avait pas vraiment le choix. Donc, ça fait plaisir de passer pour commencer la parole à Lynn, en fait, qui va vous rappeler rapidement qu'est-ce que le chantier, qu'est-ce que le pôle aussi. Donc, Lynn, je fais une petite pause. Merci, Olivier. Pour ceux, effectivement, qui n'étaient pas là depuis le début, je vais rappeler brièvement c'est quoi le pôle. Dans le fond, le contexte dans lequel s'inscrit le travail du chantier sur la transition. Je vais reprendre un peu le chantier sur la transition de l'insertion socio-professionnelle des étudiants et étudiantes internationaux. Vous allez comprendre pourquoi ils appellent ça le continent durable. Je vais donc vous placer un peu le contexte. D'abord, vous dire que le pôle, c'est quoi le pôle? Bien, le pôle, c'est en fait le regroupement des cégeps de Chicoutimi, Jonquière, Saint-Félicien, le Collège d'Allemand et l'Université du Québec à Chicoutimi, qui sont soutenus par un programme gouvernemental qui vise, dans le fond, à faciliter notre concertation autour de des enjeux partagés. Dans notre région, un enjeu qui a interpellé les directions, c'est celui de la sous-diplomation en enseignement supérieur. Je vous l'ai déjà dit, on a un taux inférieur à la moyenne du Québec en termes de diplomation en enseignement supérieur. Alors, le comité de direction a choisi comme mission de mettre en place des conditions qui favorisent l'accès, la réussite des études supérieures, l'adaptation des parcours de formation et l'insertion socio-professionnelle. Comment? En agissant sur les transitions, parce que ce sont des moments charnières et parce que le pôle donne une opportunité de travailler ces moments. Des types de transitions, il y en a plusieurs, je les ai placés un peu dans la logique du cheminement. Alors, les premières transitions, dans le fond, se passent au niveau de l'accès à l'enseignement supérieur. On parlera de transition inter-ordre, par exemple, lorsque la personne vit un cheminement plus standard, secondaire, collégial, universitaire, premier, deuxième, troisième cycle. On parlerait de transition intersectorielle quand la personne, par exemple, fait un retour aux études et elle passe du marché du travail au secteur de l'éducation. On parle de transition intracycle quand on est à l'intérieur d'un même cycle de formation. On change de programme, on passe du préuniversitaire au technique, ou on passe du certificat au bac, par exemple. On va parler de transition intercycle quand on va passer, par exemple, du premier au deuxième cycle, au troisième cycle, etc. Et on va parler à nouveau, en fin de parcours, d'une transition intersectorielle, parce que dans cette transition-là, celle qui nous intéresse, on passe de l'éducation vers le marché du travail. Ces types de transitions-là intéressent tout le pôle. Il y en a 5 que nous avons retenus et qui sont devenus les chantiers du pôle. Le premier chantier, c'est celui de la transition du retour aux études pour une requalification, un rehaussement de compétences. Bonjour Sébastien. Le deuxième chantier est le chantier des transitions interordres et intercycles pour faciliter les cheminements d'études. J'ai vraiment pas besoin de le regarder. Le troisième, c'est le chantier de la transition vers l'enseignement supérieur des premiers peuples. Le quatrième, celui qui nous intéresse, la transition d'insertion socio-professionnelle des étudiants et étudiantes internationaux. Et finalement, le cinquième, la transition vers les programmes des sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Pas tout de suite, mais c'est super le fun de voir tout ce monde-là. Je veux juste vous parler, on dit oui, effectivement, bon, c'est correct. C'est une partie, parce qu'on ne les a pas toutes, mais de la gang. Tous ces chantiers-là sont mobilisés dans des comités de chantier et on a une partie de la belle gang-là. On est autour de 75 personnes actuellement à travailler sur les différents chantiers du pôle. Je vais aller un peu plus directement vers le chantier de la transition de l'insertion socio-professionnelle des étudiants internationaux pour vous dire que, comme dans tous les chantiers du pôle, on a travaillé avec la réalité des établissements, la pratique des intervenants et avec les données de la recherche. Je vous donne deux faits qui nous interpellent. Vous le savez, les étudiants internationaux ont beaucoup augmenté dans nos établissements, sont passés du 5 au double dans 5 ans. Et je vous dirais aussi, une donnée qui nous interpelle et nous attire, c'est celle qui nous informe qu'au Canada, entre 20 et 27% des étudiants qui ont fait qui ont obtenu un premier permis d'études, vont finalement, au bout de 10 ans, avoir demandé une résidence permanente.
si on avait cette statistique-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aurait entre 500 et 650 personnes que nous aurions gardées avec nous, ce que nous souhaitons grandement. Ces constats-là, et bien d'autres évidemment, on les a déposés dans les mains du comité de chantier, des gens de la gang qu'on a vu tout à l'heure, on les a déposés dans les mains du comité de chantier qui est piloté par Marie-Hélène Forêt, et on leur a demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et c'est Marie-Hélène qui va continuer la suite de l'histoire. Merci. Donc voilà, quand on a commencé le travail du chantier, c'est en avril dernier, on s'est posé la question quels allaient être nos principaux objectifs. Donc on est vraiment allé dans une optique d'établissement durable, parce que même si le chantier porte le nom d'insertion socio-professionnelle, on est convaincu qu'il faut y aller dans une logique d'établissement durable. On était aussi tout aussi convaincus qu'il était important de développer, de maintenir, bonifier la collaboration et la concertation entre les différents acteurs clés de notre écosystème, hein, pour reprendre les mots, parce que cette transition-là impliquait un très grand nombre d'acteurs sur le territoire. Et finalement, ce que l'on souhaitait arriver à faire plus concrètement, c'était d'améliorer des services offerts pour favoriser ce processus d'insertion socio-professionnelle. Donc, quand on a démarré les travaux comme comité de pilotage, nous avions en main une étude qui avait été faite pour le démarrage de ce chantier par le groupe ECOB, qui avait relevé certaines données sur pourquoi finalement il y avait des enjeux dans cette transition-là et quels étaient les principaux leviers qui pouvaient être disponibles pour améliorer l'établissement durable. Parmi ces données-là, Lynn avait commencé à en parler tout à l'heure, mais il y a certaines qui ont attiré notre attention. Ce sont des données encore provisoires, mais ça reflète bien. Dans la répartition des effectifs étudiants internationaux inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur au Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se situe à 5,6% du nombre total au Québec. Pourtant, si on regarde notre population, les régions qui ont les mêmes pourcentages ont beaucoup plus d'habitants. Donc, ce qui veut dire que dans notre région, on a une forte proportion d'étudiants internationaux en ratio avec notre population. Si on va vers le collégial, ben voilà, c'est encore une forte proportion des étudiants internationaux au Québec. Et quand on regarde l'effectif des étudiants internationaux maintenant à l'université dans la région, à l'UQAC, c'est 40,8% des étudiants de l'UQAC qui sont des étudiants internationaux. Bien sûr, ce pourcentage inclut un campus hors Québec. Si on regarde le pourcentage vraiment au Québec, on est à 26%, ce qui est quand même, qui va dans le sens de ce qu'on disait, les proportions d'étudiants internationaux ont vraiment augmenté dans notre région et on est une région avec une bonne proportion des étudiants internationaux. Donc voilà, on était convaincus que ce potentiel-là, que toutes ces forces vives-là dans nos établissements, il fallait travailler à améliorer les obstacles qu'ils vivaient dans leur insertion socio-professionnelle, leur établissement. Et c'est le comité de pilotage que vous voyez ici, qui est aussi en présence dans la salle, qui a été formé en avril, toujours avec une logique là, d'avoir des représentants de nos institutions, bien sûr, mais aussi du milieu, puis de partout sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je vous ai parlé un petit peu du contenu, qu'est-ce qu'on voulait travailler, quels étaient nos objectifs, mais ce qu'on a vite aussi voulu faire, c'est travailler notre approche, et on a choisi de travailler le chantier numéro 4 sous un modèle de laboratoire vivant. Donc, encore une fois, loin de moi l'idée de vous faire un cours sur les laboratoires vivants ce matin, mais simplement mentionner que donc, dans notre idée, on avait vraiment l'importance d'une dynamique intersectorielle avec une variété d'acteurs et la place centrale que nous voulions réserver aux usagers, c'est-à-dire aux étudiants internationaux, aux employeurs,
dans la réflexion et la recherche de solutions finalement. Donc, le laboratoire vivant, son objectif va être de développer des projets qui vont prendre la forme de pistes de solutions qu'on va co-créer, qu'on va expérimenter dans certains milieux, avec l'intention, bien sûr, de déployer plus largement, de diffuser ceux qui seront plus efficaces ou qui auront été jugés plus pertinents. Donc, c'est ces pistes de solutions-là qu'on travaille avec vous tranquillement à travers les dernières activités qu'on a fait ensemble. Dernière mention, le chantier se fait accompagner dans toutes ces démarches-là, bénéficie de la part de l'Agora, le laboratoire de gouvernance alternative de l'UQAC, du Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, ECOB Recherche et Transfert, du Cégep de Jonquière, et le laboratoire en innovation ouverte, le LIO, du Cégep de Rivière-du-Loup. Pour la suite, je vous laisse avec Olivier qui va présenter un peu les derniers travaux. Oui, dernier, en fait, premier et dernier. Je vais faire une petite trame historique, en fait, de tout le travail qu'on a fait depuis presque un an maintenant. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Là, donc, en juin 2022, mai-juin 2022, le comité pilotage, en fait, du chantier 4 du pôle se réunissait pour les premières fois. Dans les travaux qu'on a fait au début, on a voulu caractériser un peu les enjeux, en fait, vécus par les étudiants et étudiantes qui arrivent de l'international, qui viennent étudier ici, qui vivent toutes sortes de transitions, comme Lynn vous l'a présenté, puis qui finissent par s'établir durablement, en occupant un emploi dans la région. Donc, on a travaillé à partir de données collectées par ECOB, de rapports produits par ECOB notamment. On a identifié 4 grandes familles d'enjeux, on pourrait dire ça comme ça. Donc, l'adaptation, quand les gens arrivent ici, il y a une adaptation interculturelle. On a réalisé une adaptation au climat, au code, au fonctionnement, etc. L'enracinement social et professionnel, donc tout le développement d'un réseau de personnes, de contacts, de relations, qui fait qu'on se sent bien accompagné, bien entouré dans la région. L'administration, tous les enjeux de permis, de permis d'études, permis de travail, bon, les mots me manquent, là. Oui, c'est ça, résidence permanente, etc. Là, toute l'administration, finalement, qui permet aux gens d'être ici. Et finalement, les premières expériences de travail, les premiers contacts, en fait, avec soit un stage ou un premier emploi. Donc, 4 grandes familles d'enjeux. Fait que ça, on avait déjà ça avant de vous rencontrer pour la première fois. On a aussi, dans ces mois-là, défini tout le processus, les étapes, comment on voulait fonctionner. Donc, ce que Marie-Hélène vient de vous présenter, on l'a réfléchi dans cette période-là et on a commencé à mobiliser ce que nous, on appelle l'écosystème, donc les acteurs clés, en fait, de la région. Vous et quelques autres personnes, en fait, qui vont pouvoir nous aider à bien cerner, en fait, les problèmes, les enjeux, les solutions les plus pertinentes, les initiatives en place aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on a travaillé au départ. On a fait 2 rencontres à l'automne, une en octobre, une en novembre. C'est ça, avec à peu près une cinquantaine de personnes à chaque fois. C'est encore ça qu'on est aujourd'hui. Assez impressionnant comme mobilisation. Je pense qu'en même temps, post-COVID, on est content de se revoir. On a bien constaté qu'il y avait comme une belle dynamique, une belle chimie. Donc, 2 rencontres avec surtout, et c'est voulu, en fait, des acteurs institutionnels, donc des institutions d'enseignement, des MRC, de ministères d'organismes, d'élus, quelques représentants d'entreprises, quelques étudiants et étudiantes, mais on a trouvé aussi d'autres mécanismes, en fait, pour aller entendre la voix des entreprises et des étudiants et étudiantes ou des nouveaux employés issus de l'international. Donc, ça, c'est comme notre écosystème. Puis, comme on vous disait, 2 rencontres, puis à la fin, une demande pour une 3e, là, qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Dans la première rencontre, ce qu'on a fait, en fait, on vous a présenté les données qu'on avait, on a justifié un peu l'existence du chantier. On a aussi travaillé à enrichir notre compréhension des enjeux vécus. Puis je vous rappelle, pour ceux et celles qui étaient là, on avait 4 grandes tables avec des espèces de grandes nappes là, où on voyait un peu tout le parcours de l'étudiant-étudiante qui arrive de l'international, qui vit différents enjeux, différents défis. Donc on a vraiment enrichi notre compréhension des enjeux. Et on a priorisé aussi. On vous a demandé d'identifier là où vous pensiez qu'il y avait le plus de travail à faire en fonction des manques d'initiatives de services associés à certains enjeux. On est sorti de cette rencontre-là avec 11 enjeux qu'on avait ciblés comme étant peut-être les plus importants à travailler ensemble. On est revenu dans la rencontre du 24 novembre avec ces 11 enjeux-là.
Puis à partir de ça, on a essayé de creuser les enjeux, de voir qu'est-ce qui existait déjà comme initiative qui permettait de répondre à ces enjeux-là, quels acteurs étaient déjà mobilisés, quels défis on avait à relever, et on vous a fait brainstormer sur des projets potentiels, projets que vous avez eu le temps de prioriser. De cette deuxième rencontre-là, on est sorti avec 58 projets qui ont été proposés. Fait qu'on a dû, après ça, en comité de pilotage, passer de 58 à 3. Ça a été comme un travail. Sachez qu'en parallèle, on a parlé à des étudiants et étudiantes, on a parlé à des employeurs dans des entrevues appréciatives. On a aussi actualisé le portrait réalisé par ECOB pour peaufiner, un peu préciser. Ça nous a permis au comité de pilotage de choisir 8 projets potentiels qui pourraient être portés par le chantier. Et en travaillant de ces 8 projets-là, on en a retenu 3. Puis en fait, je vais vous dire un secret, il y en a 4 dans les 3, là, il y en a 2 qu'on va fusionner. Donc, on se retrouve avec 3 champs d'action. Là, vous allez le voir, Anissa va vous les présenter après. On est encore dans des orientations assez larges. Il y a encore un travail de choix d'action qu'on va faire. Donc, on a encore besoin de vous pour un petit peu. Juste pour vous dire comment on a procédé à ce choix-là, on avait des critères, on avait déjà établi des critères qui nous permettraient de faire des choix en fait, de projets ou de champs d'action. Un des premiers critères, on voulait travailler sur les systèmes, on ne voulait pas travailler sur les individus, donc on voulait des projets ou des champs d'action qui nous permettaient d'agir à plus large échelle. On voulait aussi des projets sur lesquels le pôle a un pouvoir d'agir, en fait. On voulait avoir les leviers, en fait, pour réaliser les projets qu'on a ciblés. On voulait agir en complémentarité avec ce qui se faisait déjà, donc on ne voulait pas aller piler dans les plates-bandes de personnes, là. On voulait vraiment cibler des membres, puis travailler en collaboration aussi avec des acteurs qui peuvent nous aider à atteindre ces résultats-là. Et penser inclusion, donc des solutions larges qui touchent le plus grand nombre d'étudiants et étudiantes possible. On se voit comme un acteur collectif avec vous, donc ça c'est un élément important. Une chose aussi qu'on s'était dit, on ne veut pas laisser de projet à l'abandon, on ne veut pas laisser de bonnes idées tomber en deux chaises. Donc, on va assurer aussi un certain travail. L'idée, c'est de faire atterrir des projets pertinents que le pôle ne portera pas, peut-être auprès d'organisations qui sont ici présentes. D'où l'idée d'adopter des projets orphelins. Puis on veut vraiment agir en cohérence. C'est pour ça qu'on vous mobilise souvent. On ne veut vraiment pas faire au chantier cavalier seul. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle organisation travaille sur quoi, pour vraiment agir en cohérence avec ce qui se fait déjà. Donc c'est ça qui a guidé notre choix de champ d'action. Ces 3 champs d'action-là vont vous être présentés maintenant par Anissa. Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter en primeur ces 3 grands champs d'action qu'on a sélectionnés suite à tout le processus qu'Olivier vient de vous décrire. Peut-être avant d'aller plus loin, l'idée de ces 3 champs d'action-là, c'était vraiment d'aller saisir l'essence de ce qui avait été travaillé en termes d'enjeux, en termes de projets possiblement porteurs pour le chantier à la base. Donc, vous allez voir que les 3 champs d'action qu'on va présenter sont assez larges, parce que l'objectif quand même là-dedans, c'était de permettre une certaine créativité des comités d'action finalement qui vont être développés pour travailler sur ces champs d'action-là. Donc, premier champ d'action qu'on a sélectionné suite à tout le travail qui a été fait avec vous tous, en fait, et toutes, c'est la bonification des actions de formation et d'accompagnement des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on voulait viser avec ce champ d'action-là? C'était déjà de bonifier les actions qui sont déjà en place sur le territoire, puis d'agir en complémentarité finalement avec les organismes qui sont déjà actifs à ce niveau. C'était aussi de commencer l'accompagnement plus tôt, en fait. L'idée, c'est vraiment d'accompagner plus tôt avec les étudiants le processus de liaison avec le milieu de l'emploi. Voilà. On vous identifie aussi avec ces champs d'action-là différentes actions possibles. Ça ne veut pas dire que c'est des actions qui sont déjà déterminées, il n'y a rien qui a été discuté, puis pas d'engagement qui est lié à ces possibles actions-là. L'idée, c'était vraiment de vous exemplifier la forme que pourraient prendre les projets ou les sous-projets qui seraient développés par les comités d'action. Donc, par exemple, pour le premier champ d'action qu'on vous présente, on parle ici d'activités de formation puis d'accompagnement qui pourraient diversifier dans l'entreprise. On parle d'impliquer un organisme médiateur aussi.
de créer une charte sur l'inclusion, donc d'intégrer cette charte-là au plan d'action d'une organisation donnée. Puis finalement, des actions de mise en valeur des parcours diversifiés. Donc, comment on fait pour valoriser, comment on fait pour mettre en avant les histoires succès finalement des étudiants internationaux diplômés qui se sont retrouvés dans le milieu d'emploi visé. Deuxième scoop, donc deuxième champ d'action priorisé, c'est l'optimisation du potentiel des pratiques de jumelage, donc communauté, milieu scolaire et entreprise. L'essence de ce champ d'action-là, c'est vraiment, encore une fois, d'aller commencer l'accompagnement plus tôt, comme on l'a dit pour le premier champ d'action, dans le milieu éducatif. Donc, commencer plus tôt dans le processus, pendant les stages, pendant les premières expériences professionnelles de l'étudiant ou de l'étudiante. On voulait aussi cibler, en fait, bonifier les actions des acteurs qui sont déjà impliqués dans ces activités de jumelage. Donc, on en a déjà sur le territoire. On pense à Porte ouverte sur le lac, à Groupe Inclusia, Carrefour Jeunesse Emploi, Promotion Saguenay. Donc, l'idée, c'était de consolider déjà les actions qui sont portées par ces organismes-là, mais aussi de cibler des nouveaux milieux. On pourrait générer des nouvelles opportunités de jumelage, créer des nouveaux modèles aussi, implanter des nouveaux modèles de jumelage. Finalement, possibles actions, encore une fois ici, documenter des forces freinantes et des forces facilitantes. Des pratiques de jumelage. Donc, qu'est-ce qui se fait de bien, qu'est-ce qui se fait qui réussit bien dans la région en termes de jumelage, qu'est-ce qui réussit moins bien aussi. Puis finalement, documenter les impacts de ces différentes actions réalisées sur le territoire. Développer des nouveaux modèles de jumelage également, là, comme je le mentionnais. Puis finalement, notre troisième et dernier champ d'action priorisé, c'est celui du renforcement du continuum de services qui sont offerts aux étudiants internationaux, donc en voie de diplomation. Pourquoi ce champ d'action-là est ressorti? C'est parce que ce qu'on observait dans ce que vous avez mentionné comme enjeu et comme projet potentiel pour le milieu, c'était que quand un étudiant diplôme, souvent tout l'accès aux services qui sont associés aux établissements scolaires vont se perdre. Et donc, comment on fait pour permettre une transition plus douce, en fait, entre ces services-là et les services qui sont offerts aux étudiants qui ont diplômé et qui arrivent en transition là, vers le marché de l'emploi. Donc, marquer la transition des services et des ressources d'accompagnement en lien avec le changement de statut migratoire et le statut de fin d'études, en fait, la diplomation. S'assurer que toutes les portes aussi soient les bonnes portes. Donc ça, c'était vraiment important là, qu'on puisse travailler, en fait, le maillage et la liaison entre les ressources qui desservent ces étudiants-là en voie de diplomation. Puis, encore une fois, pour terminer, les possibles actions, les possibles formes que pourraient prendre ces actions qui vont être réfléchies par le comité, co-créer puis mettre en œuvre une série d'activités pour tracer la transition des étudiants, adapter les services, les activités et les outils qui sont déjà existants en fonction des réalités des étudiants internationaux. Donc, déjà prendre le pouls de ce qui, des enjeux, finalement, des lacunes que ces étudiants-là vivent en termes de services, pour ensuite mieux travailler à reformuler ces outils-là, ces services-là, puis à les rendre plus cohérents entre eux. Ce qui nous amène à parler de la concertation des acteurs. Donc, oui, on vous a préparé à chacune une pochette d'informations qui va contenir en fait la présentation de ces 3 champs d'action-là. Donc, tout ce que vous venez de voir à l'écran, vous allez l'avoir en main, en format papier, comme ça. Puis, vous allez avoir vraiment tout le détail aussi là, avec les possibilités d'action qu'on pourrait réfléchir en lien avec ces champs-là. Donc, je pense même qu'on va les distribuer à l'instant. Après la présentation, parfait. Et je terminerai en fait en passant la parole à nos 2 collaboratrices du LIO qui vont venir vous présenter comment on veut vous mettre en action dans ces comités qui vont être formés, ces cellules d'innovation qui vont nous permettre de travailler sur les 3 champs d'action qu'on vient de vous présenter. Alors, les 2 s'appellent. Moi, je m'appelle Rachel Bertillon. Je suis cofondatrice et co-coordonnatrice du laboratoire en innovation ouverte. Plusieurs expériences dans la mise en place de laboratoires vivants et puis très heureuse d'être ici au Saguenay, Lac-Saint-Jean. J'ai déjà vécu plein d'autres activités dans le coin. Je suis toujours contente de vous retrouver. Alors,
belle équipe, puis on va vous présenter un peu qu'est-ce qu'une cellule d'innovation. Mais la personne qui va accompagner le groupe est Pauline. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Pauline Fernandez, chercheure et chargée de projet au LIO, donc le laboratoire en innovation ouverte, rattaché au Cégep de Rivière-du-Loup. Puis, Rachel, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cellules? Ben, c'est le temps. On s'est fait dire, à un moment donné, il faut passer à l'action. C'est beau la réflexion, mais il faut aussi trouver les solutions, les mettre en œuvre. Et un laboratoire vivant, ben, c'est un laboratoire où on avance, puis on recule un peu, puis on avance de 2 pas, puis on va reculer peut-être d'un demi-pas pour pouvoir vraiment avancer avec notre groupe. La cellule d'innovation, c'est votre groupe qui va réfléchir, puis qui va faire les pas, puis qui va reculer un peu, puis qui va retourner en avant, qui va s'assurer de faire cheminer l'ensemble de sa communauté puis de son écosystème à la résolution de problèmes. Et le problème ici, il est complexe parce qu'il est multifactoriel. Alors, une cellule d'innovation, il va y en avoir une pour chacun des champs. On ne vous expliquera pas comment ça va se passer exactement dans chacune des cellules, mais plus comment ça va être formé. Donc, ça va être des groupes de 6 à 8 personnes. Puis, il y a des raisons pour lesquelles on n'en veut pas plus, parce que sinon, ça prend beaucoup trop de temps. Et la cellule d'innovation, elle va faire les pas plus vite si elle est moins nombreuse, mais elle va le faire avec la collectivité, donc elle va pouvoir vous faire avancer collectivement. Donc, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui ne sont pas pareilles. On vous veut hétéroclite, on vous veut avec des pensées qui nous permettent de faire un 360 de la situation. Donc, si on se rend compte qu'on pense tous pareil, ben on ne se fera pas beaucoup avancer. Et il faut être confortable pour les gens qui vont décider d'être dans une cellule. Il faut être confortable avec cette ambiguïté-là, d'être dans le grand dialogue avec les gens. Excusez, j'essaie de faire des liens. Donc, le but de ces cellules-là va être de réfléchir aux projets, aux activités, au territoire, comment ça va s'impacter, puis comment ça va pouvoir s'intégrer, puis quels sont les acteurs qu'il y a à intégrer dans ces groupes de travail. Parce qu'au final, à l'automne prochain, on va être en période de test. Si on dit laboratoire vivant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on veut le tester en situation réelle. Mais pour arriver à la situation réelle, on va on va y penser, on va l'acter, puis ensuite de ça, on va commencer à travailler sur le terrain, puis on va voir comment on fait des erreurs pour pouvoir rapidement les corriger. On aime ça, les erreurs, quand on est dans un laboratoire vivant. Alors, il va falloir aussi être à l'aise à se dire, on va tester ça, puis on va revenir, puis on va se dire, ça a-tu bien été, ça a-tu pas bien été? Les gens ont-ils aimé ça? Alors, il y a des allers-retours, mais le but est de créer une littératie de l'écosystème face aux erreurs qui vont avoir été commises, ou surtout aux apprentissages réalisés. Voyons pas ça comme des erreurs, mais voyons ça comme des situations où on apprend comment nous on fonctionne, puis comment dans notre culture, on est en mesure d'intégrer des solutions. On pourra en trouver peut-être qui arrivent d'ailleurs, mais vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, chacune des cellules vont passer à travers un processus qui est itératif. C'est pour ça que vous voyez une coupe de flèches qui passe. Mais au départ, on va, pour chacun des champs d'action, réfléchir à comprendre ce champ d'action-là plus en profondeur, retourner vers la documentation, se l'approprier, ajouter de l'information qui vient de chacun des membres de la cellule et aller interroger. On va tenter de comprendre le problème pour ensuite de ça avoir des solutions. Vous connaissez la devise de Einstein? Il dit, si j'ai 1 heure pour résoudre un problème, je vais prendre les 55 premières minutes pour bien comprendre, puis les 5 dernières minutes, je vais avoir trouvé des solutions. Mais ici, vous êtes déjà dans la réflexion, puis vous êtes déjà dans l'espace du problème depuis quand même 1 an. Alors, bientôt, on va être à trouver des solutions, mais le fait qu'on va avoir renchéri notre connaissance du milieu, des enjeux, des différents acteurs, ben, les solutions, on va dire, c'était l'acteur, je le connais maintenant, on va pouvoir associer les éléments à travers la cellule pour pouvoir bien les identifier, puis prototyper et tester à partir de l'automne prochain. Donc, trouver d'autres milieux preneurs pour tester les solutions.
Un laboratoire vivant, ça ne serait pas vivant si on n'adoptait pas non plus des postures liées à l'innovation. Donc, au LIO, nous, on en prône 4 grandes postures. La première, c'est qu'on doit être centré sur l'utilisateur. Mais l'utilisateur, dépendamment de ce qu'on va faire, va changer. Ça, c'est important. Il va y avoir l'étudiant qui est notre point d'ancrage, celui qu'on veut entrer dans notre milieu, puis qu'on veut intégrer à travers notre communauté. Mais peut-être qu'à un moment donné, l'utilisateur de la solution va être le citoyen qui est à côté de notre personne qui vient s'intégrer dans notre milieu. Puis là, il va falloir le comprendre, lui, pour essayer de savoir comment il va aider l'autre à s'intégrer dans son milieu. Fait que d'être conscient que l'utilisateur peut aussi changer. Ensuite de ça, il y a la collaboration qui est radicale. On se force à être dans des équipes hétéroclites. On se force et on s'oblige à aller vers d'autres acteurs puis à les faire collaborer avec nous. Ça, c'est pas naturel habituellement chez les gens. Quoique, quand je vois le nombre de personnes qui sont ici présentes, j'ai beaucoup de confiance au processus. L'autre, c'est se donner des manières d'être créatif. Penser en dehors de la boîte, là, c'est comme vouloir courir un marathon. Un marathon, est-ce que vous partez? Ben, peut-être quelques-uns parmi vous, là, mais moi, en tout cas, je ne partirais pas courir un marathon tout de suite, parce qu'au bout de 5 minutes, ben, je serais essoufflée, puis je tomberais à terre. Donc, il y a une pratique. Il y a des techniques pour être créatif, puis il y a des techniques pour sortir de la boîte. Alors, à travers le processus puis l'accompagnement qu'on va offrir, on va aider à systématiser la créativité à travers la cellule pour leur donner des moyens d'être créatifs puis exercer la partie du cerveau qu'on n'utilise pas toujours à tous les jours. Et la dernière, c'est la culture du prototypage. Si une image vaut 1000 mots, un prototype vaut 1000 rencontres. Mais je veux que vous l'intégriez, cette phrase-là, parce que quand on arrive puis qu'on parle, oh, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, ça demeure des mots qu'on a de la misère à tangibiliser. Quand on arrive avec je voudrais avoir un iPhone, là, puis là, il y a une pochette, puis que tu arrives avec une idée de prototype que tu as faite avec du carton, une boîte, puis là, que tu es capable de le montrer à la personne, tout d'un coup, tout s'éclaire. Là, je fais de la réverbération, je ne sais pas par où. Prochaine diapo. Oui, ça, je pense que c'est clair. Donc, maintenant, je donne la parole à Olivier. Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup, Pauline. Donc, moi, je termine en disant, c'est quoi qui s'en vient, en fait, après aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en vient, même avec aujourd'hui, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines étapes. Donc, vous aurez compris qu'on va démarrer 3 cellules de prototypage pour chacun des 3 champs d'action retenus. En fait, à la fin de la journée, on ne parlera plus de champ d'action, on va parler de cellules, en fait, parce qu'on va déjà commencer à réfléchir, puis on va prendre votre intelligence collective, en fait, pour enrichir le démarrage, en fait, de ces cellules-là. Donc, de toute façon, on n'a même pas ça, champ d'action, on trouvait ça comme un peu flou, un peu vaste. Là. Fait qu'on abandonne ce mot-là. Et à la fin de la journée, de la matinée aujourd'hui, on va parler de cellules. C'est un mot transitoire. C'est ça, exactement. Puis un autre mot transitoire, c'est les projets orphelins. Parce que normalement, à la fin de l'avant-midi, ces projets-là ne seront plus des projets orphelins, mais vont être des projets portés par la communauté, portés par des organisations ici. Maintenant, nous, Pôle/Chantier 4, à quoi on s'engage pour la suite dans ce processus-là? Bien, tous les résultats en fait, de la matinée vont être activés, en fait. Vont être activés soit dans le démarrage des cellules, mais pour les projets qui seront adoptés aujourd'hui, nous, on s'engage à faire une restitution, un retour vers vous. On va vous demander qui serait intéressé à participer, prendre du leadership, qu'est-ce qui existe déjà qui pourrait être utilisé dans chacun des projets orphelins. Fait que nous, on va vous partager, en fait, c'est un peu comme le retour qu'on va faire vers vous. On va peut-être même organiser des petites rencontres de démarrage. On voit qu'il y a plusieurs acteurs qui se connaissent peu ou pas, qui seraient intéressés à travailler sur une même chose. Ça se peut qu'on vous aide à démarrer, en fait, ces projets-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler aussi. Puis, évidemment, l'autre chose qu'on va faire, c'est vous faire un rapport, en fait, des 3 rencontres qu'on a eues, en fait, de ce qui s'est passé depuis 1 an. Quand on se rencontre ensemble, vous générez tellement d'idées, de contenu. En tout cas, notre équipe, on est un peu submergé d'idées de propositions, de post-it.
submergé de post-it. Fait qu'on traite au fur et à mesure, tout le temps pour la prochaine rencontre, les informations que vous nous amenez. Et là, ben, aujourd'hui, ça va marquer peut-être la fin d'une étape, en fait, avec cette activité-là. Donc, nous, ça va nous permettre de compléter le rapport de la première année d'activité, en fait, du chantier. Rapport qui est un commun, en fait, qui va appartenir à tout le monde ici présent, que vous pourrez, oui, prendre, mais diffuser dans vos organisations, dans vos réseaux. Il y aura, en fait, je pense, dans ce rapport-là, énormément d'éléments sur les enjeux, sur des initiatives potentielles, sur des chantiers, des collaborations possibles. Fait que grosso modo, les prochaines étapes, c'est ça, démarrage des cellules. Nous, on travaille fort pour rédiger le rapport, en fait, de l'activité. On va essayer de donner un petit coup de pouce, en fait, au démarrage des projets de la communauté. C'est bon? Voilà. Fait que je laisse Marie-Hélène faire le petit mot de la fin. Merci beaucoup pour votre écoute. D'ici les prochaines étapes et tout ça, vous pouvez toujours rester en contact avec nous. S'il y a d'autres personnes qui ne sont pas là ce matin que vous voyez qui pourraient être intéressées par le chantier, vous aurez compris que c'est un système très ouvert, donc sans problème, vous pouvez me contacter à ce sujet-là. Et en fait, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est terminer la présentation en vous demandant si vous avez des commentaires ou des questions.